Alexis Bachelet, bonsoir. Vous êtes député PS des Hauts-de-Seine, porte-parole de Benoît Hamon, qui part, disons-le, favori dans cette élection, dans cette primaire de la gauche. Néanmoins, beaucoup au PS s'inquiètent de ce que leur parti, avec Benoît Hamon, ne perde sa crédibilité de gouvernement pour devenir un parti protestataire, exactement comme le parti travailliste en Grande-Bretagne de Jeremy Corbyn, que Benoît Hamon a cité en exemple, qui est certes maintenant beaucoup plus à gauche que ce que n'étaient les travaillistes auparavant, mais qui du coup est très éloigné des portes du pouvoir. Ce sera ça le PS de Benoît Hamon ? Un groupe, une secte même, il y en a qui disent. D'abord, je rappelle quand même que l'enjeu de la primaire, c'est pas de choisir un nouveau chef pour le PS, c'est de désigner un candidat à l'élection présidentielle. Qui sera soutenu par le PS. Qui sera soutenu par la belle Alliance populaire, donc par le PS et des alliés. Donc déjà, on n'est pas dans la perspective que vous indiquez. Le sujet, c'est de gagner l'élection présidentielle et le sujet, c'est d'avoir une orientation politique. Est-ce qu'il faut la continuité et au fond, peu de changements dans cette orientation politique? Et de ce point de vue-là, Manuel Valls est dans une certaine continuité. Ou est-ce qu'au contraire, il faut une nouvelle orientation politique plus à gauche, mais surtout plus écologique et tournée vers l'avenir. Et de ce point de vue-là, Benoît Hamon, effectivement, a été plébiscité dans son orientation au premier tour et il faut écouter ses électeurs. Sauf que Manuel Valls a eu des mots très durs ce matin sur cette nouvelle proposition qu'il juge irréaliste. Écoutez-le ce matin sur France Info, par exemple, il est revenu sur le coût du revenu universel. On l'écoute. Quand on propose 350 milliards d'euros, même à l'horizon d'un quinquennat, c'est irréaliste. Mais, et quand on bâtit, mais s'il gagne, vous allez le soutenir ou pas ? Quand on bâtit le succès de sa campagne sur cette idée-là, alors on est en effet un marchand de sable, un marchand d'illusions, parce que ça va créer les désillusions. Marchand de sable, marchand d'illusions. Écoutez, j'avoue que je suis un petit peu étonné par la virulence et la violence des propos de Manuel Valls. J'ai une déclaration de Manuel Valls, Premier ministre, en octobre 2016, qui dit la chose suivante. « Le revenu universel que je défends, c'est une grande innovation sociale, garantir un revenu à tous et à tout moment. » Il parlait d'une expérimentation mise en place par le Conseil départemental de la Gironde qui avait vocation ensuite à être généralisée. D'octobre 2016. Octobre 2016. Alors, et donc, M. Valls... Parce que là, il a défendu une version du revenu universel minimaliste qui remplacerait les minima sociaux. Oui, mais c'était quand même une innovation sociale et on allait vers le revenu universel. En fait, c'est ce que propose Benoît Hamon. La première étape de ce que propose Benoît Hamon, c'est pas le revenu universel généralisé. C'est une première étape, les 18-25 ans, et puis ensuite, mise en place d'une conférence et expérimentation avant une deuxième étape. Et donc, ce qui Vous avez l'air de dire sur le fond, finalement, ils sont assez raccords, mais sur la forme, vous n'êtes pas surpris par la violence et vous ne craignez pas que demain soir, ce soit un pugilat sur le plateau? Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est l'inconstance et la violence de Manuel Valls. Sur l'article 49.3, il en a abusé quand il était Premier ministre, puis après, il fallait le supprimer. Sur le revenu universel, il en avait fait un sujet d'expérimentation quand il était Premier ministre, et aujourd'hui, il faut le brûler. Il n'en est plus question, c'est irréaliste, c'est utopiste. Donc au fond, je ne sais plus très bien ce que veut faire Manuel Valls, qui il est et dans quelle direction il souhaite aller. J'ai le sentiment d'une campagne qui est un petit peu en perdition. Et donc quand il est en perdition, Manuel Valls, vous le connaissez, il est brutal et il cogne. Alors dimanche soir, il y aura un vainqueur. Tout le Parti socialiste devra soutenir ce vainqueur, y compris Manuel Valls. Sauf que ce matin, on pose la question à Manuel Valls, le soutiendrez-vous Benoît Hamon dimanche soir? Il n'a pas voulu répondre et il s'en est expliqué. Il explique pourquoi il n'a pas voulu répondre. Écoutez-le. Moi, en général, j'ai plutôt respecté les règles, alors que Benoît Hamon n'a eu de cesse, quand il a quitté le gouvernement, de ne pas voter des textes importants, loi de finances ou même des textes qui concernaient la sécurité des Français. Donc, pas sûr que Manuel Valls soutienne Benoît Hamon, de la même façon que Benoît Hamon n'a pas soutenu le gouvernement de Manuel Valls. Là, c'est un procès d'intention. Il y a eu des divergences très claires sur la loi Macron, sur la loi travail. Benoît Hamon s'est exprimé. Je crois que d'ailleurs, il n'était pas tout seul dans le pays à s'opposer à ces projets. Donc oui, il y a eu des moments où il y a eu des divergences et donc il n'a pas soutenu Manuel Valls, Premier ministre. Mais je tiens à rectifier un propos de Manuel Valls. Sur la sécurité, Manuel Valls et ses porte-paroles essayent d'instiller l'idée que Benoît Hamon n'aurait pas voté l'état d'urgence et sa prorogation. Donc d'ores et déjà, je tords le cou à cette mauvaise polémique. Benoît Hamon, sur les questions de sécurité, a soutenu les choix du gouvernement. C'est sur la laïcité qu'on soupçonne beaucoup Benoît Hamon d'être un peu ambigu. C'est vrai que, par exemple, sur le reportage de France 2, on a vu des femmes en Seine-Saint-Denis ne pas pouvoir entrer dans un café.
Écoutez, Benoît Hamon a réagi en disant « Oh, mais dans les cafés ouvriers, autrefois, c'était la même chose. » Une façon de relativiser, de dire « Au fond, on peut tolérer que les femmes ne puissent pas aller dans un café. Les femmes, par moment, elles doivent être à la maison. » Il a l'air de dire ça, quand même. Il n'a pas du tout réagi de la manière dont on a voulu dire. Il n'a pas banalisé. Il a dit que, historiquement, en France, cette situation avait déjà existé. Mais qu'elle était... Non. Justement, c'est la phrase suivante qui est coupée, mais qu'elle était condamnable et inacceptable. Voilà ce qu'il a dit. Donc évidemment, on prend la première partie de la phrase, on fait une polémique et on coupe la seconde. Alors, on connaît ça. Voilà. En tous les cas, pour revenir sur le soutien ambigu de Manuel Valls, si c'est Benoît Hamon qui est désigné candidat du Parti socialiste. Oui, je le dis, la position de Manuel Valls sur le deuxième tour de la primaire est plus ambiguë que ne l'est la position de Benoît Hamon sur la laïcité. Vous êtes quand même conscient que beaucoup prendront leurs valises et iront immédiatement chez Manuel Valls. Ça, vous le savez. Crois pas. Ah bon? Non, je ne le crois pas. Chez Emmanuel Macron, oui. Je ne le crois pas. Moi, je discute avec des collègues. Et j'ai des collègues, même dans l'entourage de Manuel Valls, qui se préparent peut-être à l'échec. Et qui nous disent pas ceux-là, mais d'autres qui veulent continuer la politique, s'ils ne sont pas des retraités ou qui ne vont pas s'arrêter, comme Christophe Carrèche, des gens qui vont continuer à s'engager au Parti socialiste. Ils me l'ont dit, ils nous le disent dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Donc contrairement à ce qui est annoncé, et d'ailleurs surtout par les médias, il n'y aura pas d'hémorragie. Je pense qu'il y a des gens qui vont continuer avec Benoît Hamon. Ça ne veut pas dire qu'ils seront convertis à toutes les idées de Benoît Hamon, mais en tout cas, ils accepteront la règle de la primaire et j'espère que Manuel Valls, d'ailleurs, en fera autant. En même temps, Benoît Hamon a raison quand il dit « Moi, je propose un projet de société différent de celui de Manuel Valls sur la valeur travail, etc. » On peut très bien comprendre qu'il y ait une scission au Parti socialiste. Après tout, ce que propose Manuel Valls, c'est fort différent de ce que propose Benoît Hamon. Donc, est-ce que ce n'est pas le moment d'opérer une scission salutaire et claire au sein du Parti socialiste, avec ces deux gauches qu'on sait irréconciliables? Non. Justement, la position de Benoît Hamon, ce n'est pas celle des gauches irréconciliables. Parce que si les gauches sont irréconciliables, ça veut dire qu'elles sont battues parce que divisées, et donc elles ne sont pas au second tour de l'élection présidentielle. Donc tout le travail et tout le sens de la candidature de Benoît Hamon, c'est justement de proposer des idées pour rassembler la gauche, rassembler les écologistes, rassembler des communistes, rassembler des progressistes, et essayer de, je dirais, faire dérailler le scénario qu'on nous annonce depuis des mois, c'est-à-dire le Front National contre la droite au second tour. Sauf que Benoît Hamon va doublonner avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Mais peut-être que Benoît Hamon est en train de faire la démonstration que sa candidature est plus crédible pour rassembler la gauche que Jean-Luc Mélenchon qui ne veut parler à personne. Benoît Hamon, lui, au contraire, veut discuter avec tout le monde. Il est prêt à discuter avec des écologistes, avec des communistes. Jean-Luc Mélenchon est fâché avec les communistes et il ne veut pas discuter avec ses partenaires. Donc comment rassembler la gauche sans discuter? Jean-Luc Mélenchon, il critique... pourquoi il a dit que le premier tour de cette primaire avait été l'objet d'un trucage de masse. Vous savez qu'il y a eu des irrégularités. Enfin, il y a eu des dysfonctionnements et des approximations dans la publication des résultats qui ont été corrigés. Oui, du coup, ça jette un doute sur la légitimité de cette élection et donc sur son favori, qui est Benoît Hamon. Il marque un point, là, Jean-Luc Mélenchon. Non, mais Jean-Luc Mélenchon... Il va être mal élu, Benoît Hamon. Non, il ne sera pas mal élu parce qu'il y aura un deuxième tour, que j'espère qu'il y aura encore plus de votants au second tour qu'au premier tour, et qu'au second tour, on a demandé au Parti socialiste de faire en sorte que la proclamation des résultats et de la participation soit extrêmement claire, qu'il n'y ait pas d'annonces prématurées qui ensuite sont corrigées. Non, on veut qu'il y ait des choses incontestables, et je pense que dimanche soir, il y aura un résultat incontestable. Alexis Bachelet, vous vouliez dire un mot sur Fessenheim. Aujourd'hui, le conseil d'administration d'EDF a voté la fermeture de Fessenheim. Ça fait 5 ans que ça dure. Est-ce qu'il a fallu attendre que Manuel Valls ne soit plus au gouvernement pour qu'enfin la décision soit prise sur Fessenheim? Je le crois. Et je me félicite de cette décision prise sous l'impulsion de Ségolène Royal et qui va dans le sens des orientations proposées par Benoît Hamon, qui veut 50% d'énergie renouvelable à l'horizon de 2025, ce qui veut dire qu'effectivement, il faut réduire la part du nucléaire. C'est un pas dans la bonne direction. Nous nous en félicitons et nous remarquons effectivement que c'est Bernard Cazeneuve, Premier ministre, et Ségolène Royal qui ont pris cette décision. Merci beaucoup Alexis Bachelet, donc député PS des Hauts-de-Seine, porte-parole de Benoît Hamon. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Rousset dans l'air qui revient sur cette primaire de la gauche dont le premier tour a été, on l'a dit, entaché par quelques irrégularités sur la participation. C'est dans l'air est intitulé ce soir, primaire, le soupçon.